Bonsoir à tous, bienvenue au 19h45 édition de ce vendredi 30 octobre 2020. Voici tout de suite les titres. Fin de parcours pour un gang spécialisé donc dans le braquage à main armée dans la ville de Bafoussam. Ces présumés malfrats ont été interpellés par les éléments de la brigade anti-criminelle. Ce samedi 31 octobre 2020 a été décrété journée de deuil national par le chef de l'État Paul Biya, que représente le deuil national dans la vie d'une nation. Élément de réponse dans ce journal. Et puis à l'étranger, Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle ivoirienne de 2020 a lieu le 31 octobre 2020 afin d'élire le président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. De votre fidélité au 19h45, merci. Je vais l'annoncer en titre. En fait de société, fin de parcours pour un gang de présumés assassins spécialisés dans le braquage à main armée. Les trois malfrats ont été interpellés par les éléments de la police anti-criminelle du commissariat central de Bafoussam. Les détails avec vous, Jean-Jamé Yetna et Herbert Kwamou. Il s'agit de Kamouenye lui, alias Loulou, âgé de 30 ans, de Simo Alain Junior, alias Dassi Christophe, 38 ans, et de Fongang Jano, alias Armatan Yaya, 37 ans, chef de gang, tous des repris de justice qui avaient bénéficié de la remise de peine du chef de l'État en raison de la survenue de la pandémie du Covid-19. Ces deux individus sont présentés chez moi autour de 20h45, main armée. Ils étaient encore à la cuisine. Pas qu'ils ont cassé la porte, c'est quand j'ouvre la porte pour aller chercher qu'ils sont à l'extérieur. Directement, ils plongeaient sur moi. Bon, il y a un individu, avec son frère était, avec son ami qui était mon frère. Directement, dès qu'il plonge sur moi, il dit donne-moi les clés de la moto. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu as gardé la moto dans cette maison? Il a sorti là, mais il m'a lâché à l'oreille, que vous voyez présentement devant vous. Que auparavant, le lundi, le dimanche, ils ont braqué mon voisin le dimanche, autour de 20h. Ils ont pris sa moto. Comme si les gens qui ont des sans état d'âme, ils ont pris le courage, ils sont revenus chez moi le dimanche, le lundi maintenant, autour de 20h45, côte à côte. Qu'ils ont agressé mon petit frère, qu'il a quitté de droit là, à mois de juin, venu à Bayangam. Il a acheté une moto le mardi. Le vendredi, il l'a agressé. Le blessé, il a fait plus d'un mois à l'hôpital de Semtor à Banjul. Interpellé le 21 octobre dernier à Bafoussam, l'exploitation du nommé Kamouenye lui va permettre aux éléments de la brigade anticriminalité du commissariat central de Bafoussam de mettre la main sur son acolyte Simo Alain Junior. Suite à une information, mes collaborateurs de la brigade anti-gang ont déployé leur réseau. C'est suite à ce déploiement que nous avons pu interpeller un premier individu dont l'exploitation nous a permis de prendre des autres individus qui sont tous très dangereux. 3 armes, dont une automatique et 2 de fabrication artisanale et des munitions, ont été récupérées chez le sieur Fongang Jano. 2 motos, des appareils électroménagers, des appareils de sonorisation, des ordinateurs portables, des ustensiles de cuisine et plusieurs autres effets ont été récupérés après la perquisition au domicile de Kamouenye lui. Nous avons pris jusque-là 3 armes. Nous sommes en train de chercher une 4e arme qui est encore dans la nature. Et nous espérons que d'ici lundi, nous aurons fini avec les enquêtes. Une reconstitution des faits a permis aux fins limiers et aux populations de comprendre ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Et ensuite, vous avez suivi le père? On a entendu dans le livre. Ah oui, le père. Et le père disait quoi? Nous avons toujours encouragé une synergie entre les populations et les forces de maintien de l'ordre. C'est cette symbiose-là qui va permettre que nous mettions à bout les malfrats qui sont dans notre ville depuis un certain temps déjà. C'est le lieu ici de louer même cette collaboration-là qui nous a permis jusque-là d'atteindre l'histoire que vous voyez là. Nous encourageons les populations à continuer à faire confiance
aux forces de maintien de l'ordre en général, à la police en particulier, pour que nous mettions définitivement hors d'état de nuit ces malfrats qui ont décidé de lire domicile dans notre cité capitale. Et en attendant d'être déférés devant le commissaire du gouvernement pour répondre des faits qui leur sont reprochés, ces trois présumés agresseurs et assassins méditent actuellement leur sort dans les geôles du commissariat central de la ville, chef-lieu de la région de l'Ouest. Merci à vous, Jean-Jemé Yedna. Les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la cité capitale politique Yaoundé ont lourdement permis, malheureusement, aux populations du 7e arrondissement de Yaoundé de faire des frais. On enregistre donc de nombreux dégâts matériels, comme nous l'indique dans ce reportage Jean-Oscar Libok et Bertrand Roula depuis Yaoundé. On boit même si c'est dans l'eau. Dur pour les populations de Bodmefou et de Namvout dans l'arrondissement de Yaoundé 7e. Ces populations vivent le calvaire et le désarroi depuis plus de 4 jours. Les pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale politique ont créé des inondations incontrôlables, les maisons détruites, les écoles fermées, les églises fermées. La population dort à la belle étoile et c'est très compliqué pour ces derniers qui broient du noir. Le courroux est tout simplement compréhensible. Nous sommes sinistrés, ça fait 3 jours. Et les populations sont vraiment fâchées. Où est le maire? Est-ce que nous, on ne vote pas le parti au pouvoir? Vraiment? Pourquoi ça? Pourquoi ils ont vendu le lit de la Mofou aux Chinois pour tuer les populations? On n'a pas à notre village. Hein? On n'a pas à notre village. Aucun client ne peut entrer, même si je vends une bouteille de bière à 50 francs. Là, je paye l'hygiène et salubrité, je paye l'occupation temporaire de la route, je paye les impôts, je paye la lumière. Je veux prendre de l'argent ou pour payer les impôts à la mairie. Et je demande bien qu'au gouvernement de venir mettre la main, de venir drainer les eaux de la Mefou. Parce que nous sommes en train de souffrir sauvagement. Les gens sont pratiquement dehors. Les gens sont pratiquement dehors. Vous voulez qu'on passe où? Les grandes maisons sont complètement inondées. Il y a des salons à l'intérieur là-bas. Le grand-mère qui vient travailler aussi comme Timevuna. Depuis, il m'a dit que l'école, les élèves ne partent pas à l'école. Ces autorités qui ont choisi la carte du silence sont traitées de tous les noms d'oiseaux. Seul le chef de terre, le sous-préfet de cet arrondissement, que nous avons surpris à la chefferie pour évaluer l'état des dégâts. Lui, dont la route qui mène à ses bureaux connaît le même calvaire. Avec regret que les pluies diluviennes de ces derniers temps ont rendu pratiquement la vie économique, sociale et même administrative très difficile, dans la mesure où les usagers ont de la peine à braver les difficultés de la route pour arriver à nos services. Comme vous pouvez le constater, la montée des eaux ne leur permet vraiment pas de franchir les différents obstacles. Il arrive souvent, on est obligé parfois de collecter les dossiers des usagers au niveau du carrefour Colbisson, d'aller les traiter au bureau et de redescendre, ne serait-ce que pour donner satisfaction à ceux des Camerounais qui sont vraiment dans le besoin de nos services. Eli Wonjo-Sangue qui entend dans la mesure du possible de porter sa voix pour une assistance certaine à cette population sinistrée. Il est vraiment impératif, je dirais même urgent, que les pouvoirs publics se penchent sur la situation de la route qui mène à la sous-préfecture de Colbisson. Le défunt préfet a mené plusieurs actions dans ce sens, afin que le MINDU puisse faire quelque chose dans ce sens. Et je crois que tout est certainement mis en œuvre afin que les prochaines pluies diluviennes ne nous retrouvent plus dans cette situation. Nous voulons vraiment compter sur les pouvoirs publics comme d'habitude. On viendrait avec moi qu'en tant qu'autorité administrative, nous sommes toujours obligés d'aller au chevet des malades, même si nous-mêmes nous sommes parfois des potentiels malades. Donc nous ne pouvons qu'aller encourager ces populations et aussi les sensibiliser. Il y a quand même des zones à risque que nous devons préserver, que nous devons éviter d'investir. Le lit de la Mefou, qui en amont connaît des rétrécissements dus à certains projets non ficelés, n'est pas totalement innocent. Vivement que ceux en charge d'apporter une solution à ces problèmes se remuent pour y pallier le plus rapidement possible.
Beaucoup de courage à toutes ces familles victimes de ces pluies diluviennes. Et toujours à Yaoundé, c'est connu de tous les Camerounais. Ce samedi 31 octobre 2020 a été décrété journée de deuil national à la suite des événements tristes de Kumba dans la ville de Yaoundé. Les préparatifs vont bon train. La mobilisation se fait ressentir. Jean Scalibok et Mohamed Essombade une fois de plus. Le deuil national, ça veut dire que tout le Cameroun est en deuil. Après le massacre des jeunes le 24 octobre 2020 à Kumba, au complexe scolaire Mother Francisca International Balanguas Academic de Fiango, le chef de l'État a décrété la journée de samedi 31 octobre, journée de deuil national. Les drapeaux seront en berne et le cœur tourné vers ces vies innocentes perdues pour des raisons inavouées. Le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, a pris une décision politique. Il est dans son rôle constitutionnel. Par rapport à cette journée que le chef d'État a décrétée, il faut que nos frères de Bamenda, nos frères qui veulent la sécession, qu'ils essaient de diminuer leurs actes parce que ce n'est pas les innocents qui doivent souffrir par rapport à leurs exactions. La communauté tout entière condamne cet acte barbare et lâche de ces sécessionnistes qui ont ôté la vie à 7 enfants âgés de 7 à 12 ans. Ça touche tout le monde. Vraiment, nous sommes très tristes par rapport à ce qui est arrivé à Kumba. Parce que je ne suis même pas sûr que tous ceux qui ont égorgé ces enfants-là sont des Camerounais et des hommes normaux. Les Camerounais nés des Camerounais viennent d'être assassinés par des gens qui, de leur barbarie, font la honte de l'humanité. Parce que ceux qui ont commis l'irréparable cherchent à nous diviser. Mais la République sera toujours plus forte que le crime. Et les républicains toujours plus déterminés que les criminels. À Yaoundé, aucune personne est restée insensible à cette tuerie qui n'a aucun fondement logique, politique et même idéologique. Je voudrais que ce deuil national soit célébré dans toutes les 10 régions de la République. C'est-à-dire, à chaque chef-lieu de la région, on organise les germes de fleurs pour faire preuve de la solidarité auprès de ces familles attristées. Le samedi 31 octobre 2020, le Cameroun tout entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, va porter le deuil et dire plus jamais ça. Et surtout, pas de vie innocente en sacrifice. Et quand on ment, on récolte la violence. Que représente le deuil national dans la vie d'une nation? Quelle est la symbolique autour de ce décret signé par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, Patrick Ngoignan et Patrice Foucault pour plus de détails. Ce samedi 31 octobre est journée de deuil national au Cameroun. C'est l'occasion pour les uns et les autres de commémorer les massacres de Kumba et bien d'autres. C'est toujours un moment où on s'attelle à pleurer des personnes qui nous ont quittés, des personnes qui nous ont quittés de manière tragique surtout. Donc une journée de deuil national, c'est une journée pendant laquelle nous remémorons notre histoire, nous pensons à notre histoire, à toutes les tragédies qui nous ont marqués, à tout ce qui nous a frappés dans nos vies. Demain, nous allons une fois de plus rendre hommage, parce que nous sommes en deuil depuis, mais nous allons une fois de plus observer cette journée de deuil national, rendre hommage aux victimes et évidemment prier le ciel que nous ne puissions plus avoir ce genre de coups dans notre pays. Pour moi, c'est de pouvoir faire son deuil, se lamenter, donner son point de vue, s'exprimer sur la situation et pouvoir extérioriser généralement ce qu'on ressent. Pour ces acteurs politiques, c'est aussi le lieu de se regarder en face afin de fumer le calumet de la paix. Pour tout Camerounais épris de paix, à l'instar de son président, de notre président, qui se définit comme mendiant de la paix, nous ne pouvons que souhaiter que cette crise-là s'arrête.
Il urge que nous puissions redéfinir ce que c'est que l'identité camerounaise. Parce que voyez-vous, le Cameroun n'a pas commencé après la Première Guerre mondiale. Le Cameroun n'a pas commencé après l'arrivée des Carthaginois, des Portugais, des Allemands, des Français ou des Anglais. Le Cameroun a une très vieille histoire. Et parce que le Cameroun a une très vieille histoire, il faut donc se dire et comprendre que les Camerounais ont toujours vécu avant comme un peuple. Et comment donc retrouver ce peuple? Il faut donc que nous puissions redéfinir notre identité nationale. Ce samedi 31 octobre entrera donc dans l'histoire comme étant le jour où les Camerounais, à l'unisson, vibrent pour la paix. Massacre des élèves dans la ville de Koumba, c'est dans le sud-ouest Cameroun. L'archevêque métropolitain de Douala invite le gouvernement camerounais à convoquer urgemment un dialogue afin de mettre fin à ces barbaries enregistrées ces derniers temps dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'était donc au cours d'une messe à l'honneur de ces disparus de Koumba, célébrée ce vendredi 30 octobre 2020. Monseigneur Samuel Cléda a prié pour le repos de ces âmes disparues. Jean-Jean Ayetna et Patrice Foucault. Deux textes tirés des Saintes Écritures ont sous-tendu cette célébration eucharistique ce vendredi 30 octobre 2020 en la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. Ils sont venus de tous les horizons. Les fidèles chrétiens d'obédience catholique mobilisés autour de l'archevêque métropolitain de Douala pour élever les prières vers le Seigneur pour le repos éternel des âmes des enfants victimes du massacre de Koumba. Mais le message, c'est d'abord que nous avons prié pour eux. Mais la prière, c'est ce qui, n'est-ce pas, apporte le réconfort. Et c'est ça notre devoir, de prier pour eux. Ils ont perdu leurs enfants. D'ailleurs, maintenant, ce n'est plus seulement Koumba, mais c'est tout le Cameroun, n'est-ce pas, assassiner des enfants innocents. Cela est extrêmement grave. Mais ce que nous pouvons leur apporter de mieux, de fort, c'est notre prière. Nous prions pour eux. Face à la barbarie sans nul autre que pareil, des groupes armés séparatistes qui terrorisent les populations du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. L'officiant du jour, Monseigneur Samuel Cléda, a invité le gouvernement à convoquer un dialogue de la vérité avec tous les Camerounais, sans distinction aucune, afin de mettre définitivement fin à cette guerre lâche et fratricide. Il faut dialoguer dans la vérité, chercher ce qui construit, sans chercher à défavoriser ou écarter tel ou tel. Ce dialogue doit regrouper tous les Camerounais et c'est ensemble et aborder tous les problèmes. On connaît bien les causes réelles de ce conflit aujourd'hui. Mais il faut l'aborder, s'asseoir avec tout le monde, que les Camerounais se parlent. C'est cela que j'appelle le dialogue de la vérité. Pas en vérité, mais le dialogue de la vérité. Et cela est très important. Et ce n'est que ça qui pourra nous sortir de la crise que nous vivons. Un grand dialogue a été organisé. Il faut peut-être l'organiser maintenant différemment. Il faut maintenant l'organiser différemment pour que ce dialogue touche le cœur de tout le monde et pour que tout le monde puisse participer à ce dialogue. Et au cours de cette messe, en mémoire des disparus de Koumba, des femmes issues de plusieurs organisations de la société civile ont fait le tour du temple du Seigneur, brandissant des images de ces enfants froidement assassinés le 24 octobre dernier. Nous voulons voir cette guerre prendre fin
Nous avons marre de voir nos maris nous abandonner. Nous avons marre de voir nos enfants nous abandonner. Nous avons marre de voir les femmes égorgées. Nous sommes fatigués de cette guerre. Nous voulons aujourd'hui qu'elle prenne fin. Nous voulons aujourd'hui qu'elle prenne fin. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces innocents qui sont partis trop vite à cause de cette guerre. Nous voulons qu'elle prenne fin. Nous voulons interpeller le président de la République afin qu'il prenne des décisions durables afin que cette guerre prenne fin. Passer l'Eucharistie, les chants, louanges, méditations, prières et autres lamentations, c'est pas la procession sur les artères de la ville de Douala que la messe pour le repos éternel des victimes de combat s'est achevée ce vendredi. Et vous l'avez dit, Jean-Germain Yetna, ce samedi 31 octobre 2020 sera donc journée de deuil national. Les Camerounais auront tous une pensée pieuse pour ces enfants assassinés du côté de la ville de Kumba. Les drapeaux seront en berne. Parlons à présent de toute autre chose. L'opposant Mamadou Mokhtar, écroué en prison depuis près de 16 mois, vient donc d'être condamné en prison ferme à 18 mois. C'était donc à la suite d'un mouvement initié par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, baptisé Hold Up électoral. Priscille Messéné. Aussi dans la haute administration, Monsieur le Président, je veux vous dire, à Tokondé, il n'y a pas un seul chef service. Tout service confondu, c'est une insulte à l'intelligence de tout un peuple. Cette vidéo date de plusieurs années où le numéro 2 du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun met en exergue quelques revendications politiques. Et c'est certainement celles-ci qui l'ont poussé en prison après les manifestations liées au hold-up électoral suite à l'élection présidentielle de l'année 2018. Mamadou Mokhtar, premier vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été condamné ce jeudi en appel à 18 mois de prison ferme. Ce lieutenant de Maurice Kamto était poursuivi pour son implication dans la mutinerie du 22 juillet 2019 à la prison centrale de Konengi, où il était écroué depuis le mois de juin. Le 9 septembre 2019, le numéro 2 du MRC avait été condamné à 2 ans de prison ferme par le tribunal de première instance d'Ekounou à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. En appel, M. Mokhtar avait été reconnu coupable de rébellion en groupe et a écopé de 18 mois de prison ferme. Une dizaine d'autres personnes, dont les activistes anglophones Manch BBC et Galim, ont été condamnés à la même peine dans le cadre de cette affaire. D'autres membres du MRC ont écopé de 16 mois de prison ferme dans le cadre de cette mutinerie. En rappel, le 22 juillet 2019, plusieurs détenus, dont ceux de la crise anglophone, ont manifesté à l'intérieur de la prison de Yaoundé-Konengi contre les conditions de détention. Des vidéos de la manifestation avaient été publiées en direct sur les réseaux sociaux où on pouvait y voir Mamadou Mokhtar au milieu des détenus qui revendiquaient des meilleures conditions de détention et de jugement. Lors de la mutinerie, plusieurs bâtiments de la prison avaient été saccagés et incendiés. Des détenus VIP de l'opération Épervier avaient subi des violences. Certains avaient été dépossédés de leurs biens par les mutins. Cette condamnation de 18 mois de prison vient ainsi mettre fin à un chapitre de conversation qui revenait sur un jugement qui n'avait jamais été prononcé. Certains observateurs politiques parlent d'une libération qui sera faite au mois de décembre 2020. Toujours en politique, les élections régionales s'annoncent à grands pas dans le département du Lom et Djirem, dans la région de l'Est Cameroun. Il y a eu donc concertation entre les différents candidats afin d'examiner les listes définitives en vue de cette échéance électorale. Patrick Ngoignan et Babi Sielem. Les différents candidats à l'élection régionale dans le département de la Sanaga-Maritime sont à l'école de la maîtrise du code électoral, ici dans la ville d'Edea. On voulu édifier les chefs traditionnels parce que pour eux c'est une première d'être électeur et candidat à une élection.
parler du cadre juridique et institutionnel et leur donner les outils pour pouvoir affronter cette élection. Ce qu'il faut retenir, c'est l'engouement, la passion que les uns et les autres ont de ces élections et de bien-être de notre pays. Beaucoup de questions ont été posées. Bon, malheureusement, pour la plupart qui ne relèvent pas de notre compétence. Ces conseillers municipaux, au rang desquels on compte les chefs traditionnels, les acteurs politiques des différents partis en compétition, sont repartis satisfaits de cette initiative organisée par Election Cameroun. Dans la plupart des cas, dans la plupart des arrondissements, les conseils municipaux sont frustrés. Ils ont besoin d'une tribune d'expression. C'est le moment de sanctionner. Et le PCRN s'inscrit en droite ligne avec cette idée d'expression libre. Les conseillers municipaux se veulent libres d'expression. Ils ont besoin d'agir. Et l'occasion leur est donnée de faire un choix judiciaire, un choix audacieux, qui ne se méprennent pas. Les instructions des partis politiques, c'est bien, mais le choix audacieux, le libre arbitre, ça compte encore plus. Les partis politiques en compétition dans la Sénégal maritime pour les régionales à venir sont désormais en ordre de bataille pour l'assaut final prévu le 6 décembre prochain. Et nous parlons à présent de cette initiative, très belle initiative à l'endroit des jeunes. On parle donc du fonds spécial triennal initié par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il est donc question à travers cette initiative qui a permis à plusieurs jeunes des 7 arrondissements dans le Fondi donc d'être réarmés sur le plan moral. Comme nous l'indique dans ce reportage, Amambris Ngomo et Betrangola. Le slogan King School, lancé par le ministre des Enseignements secondaires, est désormais une réalité au lycée bilingue de Toudébé à Yaoundé. C'est un visage loulouk que présente désormais cet établissement scolaire. L'association des parents d'élèves, en accord avec la direction de l'établissement, est au four et au moulin pour que le cadre soit des plus accueillants et surtout qu'il soit propice à l'éducation. Quand il n'y avait pas les arbres, comme tu vois maintenant, il y avait les enfants qui étaient toujours malades. Ils étaient toujours, ils avaient le sinistre et tout ça, la sinistrie et tout ça là. Mais depuis qu'il y a les arbres, on ne voit plus ça. On n'entend plus ça parce que les enfants tombaient à gauche, à droite. Tout ce qu'avec les arbres, il y a la fraîcheur. Et ça bloque, il y a l'ombre et tout ça. Quelques arbres viennent encore d'être plantés à l'entrée de cet établissement scolaire pour que l'aspect esthétique, qui est une réalité dans l'enceinte de l'établissement, le soit aussi à l'extérieur. La première raison, c'est parce qu'on veut d'abord donner la beauté de cet établissement, que ça ne soit pas comme les gens passent en route, on voit seulement la plaque, on donne une beauté en mettant les arbres. Deuxièmement, les arbres sont bons pour l'environnement, parce que vous savez que c'est l'oxygène et vient beaucoup aussi sur les plantes. Les chercheurs estiment qu'un arbre planté en milieu urbain peut séquestrer 5 à 10 fois plus de carbone qu'un arbre planté en milieu rural. Il est donc clair qu'en plantant ces arbres dans cet établissement scolaire, la qualité de vie des élèves, enseignants et autres visiteurs sera nettement améliorée. Car une étude a démontré que planter quelques arbres en ville permet de sauver des milliers de vies. Au-delà de l'aspect esthétique, le planting des arbres revêt une importance capitale. Le projet d'établissement, comme on dit en français, c'est parce que vous avez accepté... Championnat de football professionnel malgré la dissolution de l'instance dirigée par le général Pierre Semengue. Il compte donc relancer ses activités footballistiques ce dimanche. Zobel Apollinaire, bon pour plus de détails. Décidément, la Ligue de football professionnel du Cameroun, du général Pierre Semengue et la Fédération camerounaise de football de Sédou Bobondjoya ne s'accorderont jamais. Le bras de fer entre les deux hommes se poursuit au mépris des véritables acteurs du football que sont les joueurs et entraîneurs. Dans cette guerre ouverte depuis des lustres,
Les présidents des clubs sont aussi entrés dans la danse en se constituant en défenseurs de tel ou tel autre camp, foulant au pied la décision de certains présidents de clubs désormais opposés à son leadership, lesquels ont prononcé jeudi dernier la dissolution de la LFPC. Le général Pierre Chemengue a programmé pour dimanche prochain la reprise de la nouvelle saison sportive de Ligue 1 avec un match d'ouverture Panthère sportive d'Undé, Coton Sport de Garoua au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le président de la LFPC a par ailleurs invité les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à se présenter personnellement au secrétariat de l'instance qu'il dirige pour le retrait des chèques de l'avance de la subvention de l'État. De son côté, la Fédération camerounaise de football a programmé un regroupement des arbitres et arbitres assistants de l'élite One en vue de la préparation de la nouvelle saison. Un regroupement qui sera bouclé le 1er novembre prochain, jour de la reprise. Une véritable cacophonie qui démontre à suffire que la hache de guerre entre la LFPC et la FECAFOOT est loin d'être enterrée. L'actualité internationale à présent, parlons des élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues ce 31 octobre 2020 sous fond de tension. Les partis politiques issus de l'opposition ont appelé à la désobéissance civile. Le gouvernement du président Alassane Ouattara a mobilisé 35 000 hommes afin de sécuriser le scrutin du 31 octobre prochain. Frédéric Moutomé. Ce samedi 31 octobre 2020 est jour d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Un scrutin précédé par une campagne électorale particulièrement tendue, à en croire les acteurs politiques. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire à plus de 70 morts cumulés par les milices de Ouattara. Ça là, nous ne l'accepterons pas. Pour d'autres encore, cette présidentielle 2020 n'aura pas lieu. Et pour cause, le président sortant, Alassane Dramane Ouattara, n'a pas respecté la Constitution. Son troisième mandat ne fait donc pas l'unanimité. Alassane là, il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Le 31 octobre, il n'y aura pas d'élection. Et si le 31 octobre, malgré le fait qu'il n'y a pas, Alassane s'autoproclame, nous ne l'accepterons pas. Nous ne boycottons pas, nous sommes candidats, mais nous contestons les conditions d'organisation de cette élection. Et pour nous, donc, le 31, il n'y a pas d'élection, puisqu'il n'y a pas de commission électorale indépendante conforme à la loi ivoirienne. Le processus est entravé sur l'ensemble du territoire. Et nous-mêmes, nous sommes candidats, mais nous sommes exclus de cette compétition, donc elle n'est pas inclusive. Et donc, pour nous, l'opposition ivoirienne, il n'y a pas d'élection le 31 octobre. Quant au président Alassane Dramane Ouattara, candidat à sa propre succession, l'élection présidentielle de ce 31 octobre aura bel et bien lieu, conformément à la Constitution ivoirienne. La Constitution dit que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 4e samedi du mois d'octobre de la 5e année du président de la République. À cause des tergiversations du passé, nous avons inscrit cela dans la Constitution. Moi, je ne veux pas être un parjure, je ne peux pas changer la date. Et ils le savent, cette Constitution date du 8 novembre 2016. Donc c'est définitif. Donc depuis le 8 novembre 2016, ils savent que nous aurons des élections. Et ces élections auront lieu, comme l'exige la Constitution, le 31 octobre, qui est un samedi, le dernier samedi du mois d'octobre. Malgré les assurances du pouvoir en place, les tensions sont devenues le quotidien des Ivoiriens en cette veille de présidentielle. D'ailleurs, pour tenter de calmer le jeu, Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien et mis hors de course, sort de son silence et appelle au dialogue. Discuter, négocier, parler ensemble. Il est encore temps de le faire? Toujours. Il est toujours temps de le faire. Pour l'heure, sur le terrain, en vue de l'élection présidentielle ivoirienne de ce samedi, les forces de l'ordre sont d'ores et déjà déployées pour protéger le scrutin. Je suis confiant que maintenant que nous avons déployé 35 000 forces de défense et de sécurité, que la situation va s'apaiser. Les forces de l'ordre sont républicaines.
aujourd'hui, contrairement à 2010. Donc je ne vois pas de danger par rapport à une évolution dramatique de la situation. L'élection ne doit pas être une bataille à mort, ce n'est pas nécessaire. Tous les 5 ans, il y aura des élections, mais le tour des autres viendra. C'est ce que je conçois comme étant l'évolution politique normale de la Côte d'Ivoire. En rappel, 4 candidats sont en liste pour cette présidentielle du 31 octobre 2020, à savoir Henri Konan Bédié du PDCI, Kwadio Konan Bertin, candidat de la jeunesse du PDCI, Pascal Afin Guessa du FPI et Alassane Draman Ouattara, candidat du RHDP. Merci à vous, Frédéric Moutomé. Et c'est la fin du 19h45 édition de ce vendredi 30 octobre 2020. Merci infiniment à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Retrouvez le sénateur Clétous à 21h. Face à lui, le professeur Jean Baebek, un professeur agrégé de chirurgie orthopédique sur cette antenne. Passez un excellent week-end et que Dieu bénisse le Cameroun. LTM, la télévision du monde inspirée.